Bonjour. Pour ce deuxième épisode de notre série d'Agora Édition consacrée à l'expatriation des entrepreneurs, démarche dans laquelle je souhaite vous accompagner tout au long des prochaines semaines, je voudrais signaler 3 thèmes qui me paraissent utiles et importants dans la maturation d'une démarche de réflexion sur l'expatriation. Alors le premier thème que je voudrais vous signaler, c'est un thème très pratique que j'ai souhaité évoquer sur le blog du Courrier des Stratèges, que les abonnés pourront retrouver cette semaine, qui est la question de l'expatriation au Luxembourg, puisqu'on sait tous que le Luxembourg fait partie des grands fantasmes, des grandes obsessions, des grandes illusions qu'on a. Je vais aller m'installer au Luxembourg et c'est un paradis fiscal, souvent vécu de façon sulfureuse. Alors j'ai souhaité revenir sur le blog au calme sur cette question de l'expatriation au Luxembourg, qui est en réalité une question très discutée. Vous verrez quels arguments j'apporte en faveur d'une expatriation au Luxembourg dans certains cas, pour des raisons fiscales essentiellement, sans doute, et ça ne surprend personne, et quelles raisons, quelle mauvaise raison, je pense, il y a de s'expatrier à Luxembourg dans un certain nombre de cas. Je traite aussi la question des Pays-Bas, qui est un autre pays pas très éloigné de la France, puisque la ville des Pays-Bas la plus proche est à moins de 3 heures de Paris en train, avec le TGV. Il s'agit de Maastricht, qui est une ville très agréable. Et donc ne manquez pas ces articles, mais je vous recommande la question du Luxembourg, qui est une question importante puisque tout le monde se la pose, et par ailleurs elle se pose vraiment et elle mérite vraiment d'être étudiée de près. J'ai publié un deuxième article qui me paraît important. C'est un article qui traite des critères de choix de l'état de droit où s'expatrier. En réalité, il y a un sujet quand on s'expatrie, sujet que nous parcourrons d'ailleurs ensemble au fil des semaines. Ce sujet est de savoir comment bien choisir l'état où on veut s'expatrier. Et de ce point de vue, je me suis arrêté avec mon camarade Yves Lenné, que j'adore, qui lui est installé en Allemagne depuis plusieurs années. J'aborde la question des critères qui permettent de caractériser ce qu'est ou non un état de droit et comment reconnaître un état de droit. La crainte qu'on a tous en s'expatriant, c'est de se retrouver prisonnier au bout de quelques années d'installation d'un conflit politique local ou de règlements de comptes locaux dont on serait les victimes collatérales, et puis de se retrouver privé de ses biens. Alors ça existe, il y a des pays qui sont bien connus pour tôt ou tard confisquer les biens des non-résidents ou des résidents de fraîche date qui s'installent sur place pour des raisons fiscales. Il faut faire très attention à ces questions. Et donc je vous recommande la lecture de la note très précise, mais très claire, très limpide d'Yves Lenné sur ce qu'est un état de droit, comment on le reconnaît et surtout comment on le choisit pour éviter des désagréments ou des désillusions qui peuvent ruiner la démarche d'expatriation qu'on a entreprise parfois au terme de toute une vie de projet ou de préparation. Mais je me permets de souligner que je traite tout particulièrement cette semaine une question que je voudrais expliquer un peu plus longuement avec vous, qui est la question de pourquoi s'expatrier. Est-ce moral de s'expatrier? Parce que, à force de parler d'expatriation, je m'aperçois qu'un certain nombre de gens me disent « mais c'est scandaleux de parler d'expatriation ». Une personne que j'aime bien qui m'a dit « mais partez puisque vous ne nous aimez plus, en gros, puisque vous voulez profiter, et ne revenez plus même si vous êtes malade. Et surtout, si vous êtes malade, ne venez pas profiter du système de santé français ». Et donc on voit bien qu'il y a un côté sulfureux dans la notion d'expatriation et qu'il y a une critique plus ou moins larvée, pas très larvée, dans la société française contre ceux épargnants, entrepreneurs qui disent « mais aujourd'hui, moi je considère que je suis spolié par une fiscalité confiscatoire
et je veux partir. Alors, c'est une démarche qui est moralement vécue comme un abandon. Alors là-dessus, je crois qu'il faut, et je voulais revenir sur les arguments moraux qu'il y a à fournir à l'appui de toutes ces choses. D'abord, ces arguments, ils sont de deux ordres. D'abord, de mon point de vue, il faut redire que lorsque nous payons l'impôt, et on n'est pas forcément, notre consentement n'est pas sollicité de façon aussi claire qu'il ne le devrait en matière fiscale, mais lorsque nous payons l'impôt, nous achetons aussi du bien public, c'est-à-dire des dépenses publiques, du service public, de l'intervention publique, du temps d'administration. Et on s'aperçoit aujourd'hui que des pans entiers de la société française contribuent de façon extravagante au financement du service public sans en retirer une véritable utilité ou un véritable service. Alors, je pense qu'il suffit, d'ailleurs, pour s'en rendre compte, de se dire, mais cette année, j'ai, à la louche, consommé combien de temps de service public pour ma satisfaction personnelle, c'est-à-dire pour la satisfaction de mes besoins, et combien de temps j'ai payé de services publics pour les autres. Et si on s'aperçoit que le déséquilibre est flagrant, il faut sans aucune difficulté dire mais le compte n'y est pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on me prélève des ressources obligatoires pour financer des services que je ne consomme pas et que d'autres consomment de façon excessive. Alors, je pense à tous ceux qui sont fraudeurs, et la lutte contre la fraude ne fait pas partie des objectifs du service public, sauf la fraude des entreprises, bien entendu. Je pense à tout ce qui est service scolaire. On paye une éducation très chère en France. Est-ce que réellement on en consomme autant, ou est-ce que si vous avez des enfants ou des petits-enfants, est-ce qu'ils vont dans des écoles privées parce que les écoles publiques surfinancées aujourd'hui ne délivrent plus le service qu'on attend d'elles? Est-ce que la santé coûte très cher? Est-ce que vous utilisez un temps de service public de la santé réellement équivalent à ce qu'il vous coûte? Et en réalité, si vous avez le sentiment qu'il y a un déséquilibre majeur entre le coût du service public que vous assumez et les services qu'il vous rend, il faut expliquer qu'aujourd'hui, l'administration française ne rend pas le service pour lequel on la paye, et donc il faut dire qu'on fait jouer la concurrence très librement. Et je crois que là-dessus, il faut n'avoir aucun complexe à le dire. Deuxième point qui me paraît important à souligner, c'est que, en réalité, l'expatriation, c'est une façon de voter avec ses pieds. Les